La geek de service. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de La geek de service. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2024 et je trouve toujours important de noter la date en début d'épisode parce que je vous parle d'actualité numérique et d'outils numériques qui évoluent vraiment rapidement. Donc, ce que je dis aujourd'hui pourrait ne plus être d'actualité, même des fois dès demain. Il y a certains outils dont je pourrais vous parler qui pourraient ne plus être disponibles ou je pourrais vous dire qu'une fonctionnalité n'est pas disponible alors que dans quelques semaines, elle pourrait l'être. Donc, fiez-vous toujours à la date pour l'information. C'est vraiment un monde qui évolue super rapidement. J'ai le plaisir de vous annoncer aussi que j'ai rejoint un regroupement de balado qui s'appelle Balado Pédago, donc, Balado Pédago, c'est un regroupement de différents balados ou podcasts, si vous préférez, qui abordent des sujets en lien avec la formation, avec l'éducation, avec les compétences numériques aussi. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin le développement professionnel, donc d'apprendre avec le balado. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux Balado Pédago. Vous allez y retrouver là, les différents balados qui font partie du groupe. Il y a d'ailleurs sur les réseaux un formulaire pour pouvoir soumettre votre balado. Donc, si vous avez vous-même un balado qui aborde des sujets qui pourraient être intéressants pour le développement professionnel, alors allez remplir le tout et soumettez votre projet pour rejoindre la communauté. Des balados que vous connaissez assurément, mais d'autres que vous allez découvrir. Donc, une très belle initiative. Sur mon blog et dans mes écoutes personnelles, je partage à chaque mois les balados que j'écoute pour me former, justement. J'ai pas rejoint Balado Pédago pour rien, je le fais moi-même, que ce soit lors de déplacements en voiture ou que ce soit lorsque je vais courir ou prendre une marche. Il y a tout le temps des balados qui m'accompagnent, ça me permet d'apprendre d'une façon que j'apprécie beaucoup parce que ça me permet de faire un paquet de tâches. Là, quand je le dis, on fait de la route, j'ai 1h30 de route plutôt que de passer ce temps-là à rêvasser, quoique des fois c'est agréable de rêvasser, je peux apprendre. Je le fais aussi en faisant du ménage, en pliant mon lavage, donc je suis en mode apprentissage grâce au balado. Et une fois par mois, je vous transmets sur mon blog les différents épisodes que j'ai écoutés qui sont en lien avec le numérique. J'écoute des balados sur plein de sujets, sur la formation, présentement sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur toutes sortes de sujets. J'en ai même sur les oiseaux et le jardinage, donc ça vous donne une idée de la variété des balados disponibles. Mais sur mon blog, lageekdeservice.com, je vous fais toujours une petite veille des balados qui, dans le dernier mois, ont vraiment alimenté ma veille technologique. L'article sur celui d'avril est déjà disponible et vous avez aussi celui du mois de mars. Donc, à vous d'aller découvrir des nouveaux balados. Avant de vous partager mes découvertes et coups de cœur numériques du moment, je vous parle de la musique d'introduction de mon balado que vous avez peut-être remarqué au tout début de l'épisode. La musique a été réalisée avec un site qui s'appelle suno.ai, qui est un outil en ligne qu'on peut aller tester. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans un article de blog et parlé de mes expérimentations. On peut créer de la musique comme je l'ai fait pour la musique d'introduction. Ce qui est aussi très chouette à aller essayer, c'est la création de chansons chantées. Donc, on peut lui demander de générer des paroles de musique à partir de thématiques qu'on lui donne. On pourrait aussi créer nous-mêmes les paroles, les mettre dans l'outil, lui dire le style de musique qu'on recherche et il nous crée une chanson. Bon, pour les amateurs de musique, peut-être que ça va écorcher vos oreilles. Ça peut tout de même être intéressant comme résultat. Ça peut amener une belle discussion éthique aussi sur la création musicale. Donc, à vous d'aller explorer ou pas. Mais de mon côté, j'ai pu explorer en créant une petite musique d'introduction. Je m'amuserai probablement à tester différents outils et à peut-être changer les musiques que vous entendrez. Je vous épargne les chansons sur la geek de service que l'outil m'a créé qui écorchait mes oreilles. Donc, je vous invite à faire vos propres tests.
Donc, dans mes découvertes numériques du moment, le premier est le site du Récit Capital National. C'est un site absolument exceptionnel. Je félicite vraiment l'équipe qui fait un travail hallucinant sur ce site, qui est très bien fait et qui nous partage une mine d'or d'informations. J'attire votre attention particulièrement sur leur lexique sur l'intelligence artificielle, qui est vraiment génial pour s'approprier tous les termes qu'on voit passer. On est inondé de termes, donc c'est très bien vulgarisé. Et ils ont aussi une section très intéressante de veille technologique sur l'intelligence artificielle, des articles en français bien répertoriés. Donc, si vous ne savez pas par où débuter, le Récit Capital National est un très bon endroit pour aller s'approprier les termes une veille technologique. Félicitations vraiment à l'équipe. C'est devenu un de mes favoris incontournables et un partage que je fais régulièrement quand vous ajoutez des choses. Vous êtes vraiment génial. Le deuxième, je ne peux pas passer à côté, c'est l'intelligence artificielle qui a été ajoutée à Meta. J'ai fait plusieurs tests, je m'amuse régulièrement. Vous allez voir que les articles sur mon blog sont souvent illustrés par différentes intelligences artificielles. Donc, je fais des tests, j'essaie de voir. Les derniers tests pour mon dernier article de blog étaient peu concluants, disons-le comme ça. J'ai toujours de la difficulté quand je demande à l'intelligence artificielle de me générer quelqu'un qui écoute des balados. Donc, ils me mettent souvent des écouteurs, ce qui est pas un enjeu, sauf que les fils des écouteurs sont souvent bien bizarres, pas connectés entre eux ou trop connectés en eux ou des fils qui pendent pas connectés à rien du tout. Et même quand on demande sans fil, ils ont beaucoup, mais ils ont tous de la difficulté ou j'ai de la difficulté dans mes demandes. Donc, c'est quelque chose que je finis par abdiquer. C'est d'ailleurs quelque chose qui est une réflexion de mon côté, là, quand je passe trop de temps à essayer de faire générer une image, je me questionne toujours à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas déjà une autre image ailleurs qui pourrait servir dans des banques libres de droit et qui ne serait pas tout ce travail-là pour rien, toute cette consommation d'énergie pour rien aussi. Mais je dois vous avouer que je fais exprès d'aller tester. J'aime bien connaître les limites, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. J'apprécie entre autres que l'IA de Meta met un petit filigrane qui explique que l'image a été créée par Meta, parce que bien que je l'indique sous l'image, bien si l'image elle est juste vue sur les réseaux sociaux, par exemple, en aperçu, mais ça ne dit pas que c'est une image générée par l'IA. Donc j'aime bien cette transparence-là. Pour ce qui est du reste de l'IA de Meta, c'est tout en anglais pour l'instant. Je m'amuse de temps en temps à poser des questions, à voir les limites de l'outil. Ça a été intéressant de voir aussi les limites que je lui ai demandé au type de réponse qui répondrait à un enfant. Donc, je l'ai un peu mise au défi en disant c'est pas 13 ans et plus. Meta, donc, tu me dis que tu répondrais à tout le monde, incluant des enfants. Il m'a tout de suite répondu qu'il allait inviter l'enfant à être accompagné de son parent. Bon, on voit, j'aime bien faire ce genre de test, même si je sais que c'est pas une machine qui me répond, là, on s'entend, mais il y a des choses qui ont été mises dans la machine en arrière pour avoir les bonnes réponses politiquement correctes. Donc, j'aime bien tester, sans trop tester, parce que je veux pas non plus me faire bannir de Facebook. C'est pas mon objectif. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est tannant, on peut-tu l'enlever? » Mais non, malheureusement, on ne peut pas l'enlever. Meta a ajouté ça dans ses outils, ça fait partie du tout. On peut s'enlever de Facebook si on n'aime pas le tout, mais on peut pas enlever les options, on peut pas retourner en arrière. J'ai vu des commentaires passer de « C'était bien mieux quand c'était Facebook depuis que Meta a racheté. » Meta n'a pas racheté Facebook, c'est la même entité. Ça reste leur entreprise, c'est eux qui choisissent les outils, qui ajoutent. Si on n'aime pas, on peut quitter puis aller vers autre chose sans problème. En continuant dans l'IA, j'ai vu passer une publicité d'Adobe Premiere Pro qui m'a absolument époustouflée, qui fait partie de mes découvertes du moment. Et beaucoup de mes réflexions aussi sur tout ce que ça va avoir comme impact dans le processus de création, puis aussi dans un paquet de métiers. Ça va aider dans certains cas, ça va demander de la transformation complète dans d'autres cas. Si vous allez chercher sur le web Adobe Premiere Pro et intelligence artificielle, ou si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez probablement retrouver la vidéo en question. Mais Adobe nous présente les avancées dans leur outil de montage
montage vidéo qui s'en viennent et c'est vraiment époustouflant. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on voit une image d'une personne qui marche dans un stationnement souterrain. La vidéo dure, par exemple, une quinzaine de secondes, donc la captation qui a été faite est seulement d'une quinzaine de secondes. Et tout simplement, avec du texte, on lui dit « rallonge la vidéo pour qu'elle soit de 30 secondes au lieu de 15 secondes, par exemple. » Et elle ne fait pas seulement étendre la vidéo, le personnage continue de marcher vers la sortie du stationnement souterrain. Donc, le mouvement se continue. Donc, ça, fort impressionnant. On a aussi la possibilité d'effacer des choses dans la vidéo. On le voyait déjà dans bien des images, retire la tasse à café qui est sur le bureau, par exemple, ou autre. Mais là, on peut le faire dans une vidéo et ça suit la séquence vidéo. Donc, si on a deux personnes qui se parlent avec pendant une trentaine de secondes, bien, ça va enlever pour la trentaine de secondes l'élément en question. C'est pas le bout qui m'a le plus impressionné parce qu'on le voit déjà beaucoup ça avec les images. C'est plutôt le remplacement d'une image. Donc, on nous montrait dans la vidéo une personne, un acteur, par exemple, qui portait une montre, mais une montre d'une certaine marque. Ne voulant pas faire de placement de produit, on a simplement entouré la montre à l'écran, demandé un remplacement et tout au long de la vidéo, la montre de l'acteur en question était remplacée par une montre générique pour ne pas avoir de placement de produit. Ça pourrait être le contraire aussi, là. Donc, on pourrait avoir filmé et dire, voulez-vous que ce soit votre montre qui soit sur la main de l'acteur et on la remplacerait dans toutes les séquences en quelques clics, en quelques clics de clavier, en fait, parce qu'on parle à l'outil. Donc, vraiment impressionnant. J'ai aussi trouvé très impressionnant l'ajout de Sora de OpenAI qui permettait d'ajouter des séquences vidéo qui n'avaient pas été filmées. Donc, on voit un homme qui regarde par la fenêtre dans un building, dans un milieu très urbain, mais on n'avait pas filmé ce qu'il voit par la fenêtre. Et là, ben, avec quelques lignes de texte, on demande, ajoute une vidéo de quelques secondes où on voit la vue de la fenêtre, une ville la nuit, dans un building de tel type et on voit vraiment pas la différence c'est comme si on avait eu deux prises de vue de caméra et tout à coup, c'est ajouté au montage. Donc, on voit des possibilités de montage vidéo et de création qui vont amener une rapidité, mais une flexibilité aussi. Mais ça va changer beaucoup les pratiques, donc ça amène beaucoup de réflexion de ce côté-là, disons. La quatrième, c'est les fameux messages vocaux qui arrivent dans Google Chat. Google Chat est vraiment un outil qui s'améliore en termes de fonctionnalité depuis 1 an, je dirais. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas une nouveauté dans Google Chat. C'est un outil qui se démarque maintenant. C'est pas Google Hangout, c'est pas juste un petit chat, c'est vraiment des conversations d'équipe, du partage de fichiers, du partage de tâches. C'est vraiment un outil collaboratif complet. Mais on me disait souvent, il manque les messages vocaux. Eh bien, ils sont arrivés sur la version mobile, à venir sur la version web. Je dois vous avouer que je ne suis pas une méga fan des messages vocaux. Je vois tout à fait la pertinence quand on veut vraiment expliquer quelque chose avec un peu plus d'émotion, disons-le comme ça. Mais ils sont souvent peu pratiques de mon côté parce que je suis, par exemple, en échange avec quelqu'un, mais je suis dans un événement. Je peux répondre à l'écrit discrètement, mais là, la personne m'envoie 3 messages vocaux de 2 minutes chaque. Et là, ben, j'ai pas d'endroit pour les écouter. Je dois me trouver un endroit calme, sinon tout le monde entend les vidéos ou je dois brancher mes écouteurs. Donc, je dirais que le seul petit bémol, c'est ce côté-là où j'aime moins parce qu'on n'est pas toujours... des fois, on peut répondre en écoutant la télé, par exemple, le soir et on répond rapidement. Mais là, si j'ai un message vocal, ben là, je vous le dis, il y a mon chum à côté qui entend tout ce que vous me dites. Donc, je suis obligée de changer de pièce. C'est pour ça que j'ai un peu mes réserves sur les messages vocaux, mais ils sont très pratiques pour amener un côté peut-être plus humain aux échanges, disons-le comme ça. Quand on a quelque chose d'un peu plus crunchy à dire, c'est sûr que d'entendre la voix, l'émotion est beaucoup mieux. Donc, pour les amateurs de messages vocaux, c'est maintenant disponible sur Google Chat, sur mobile, ça s'en vient sur le web.
Et finalement, un cours que j'ai suivi dernièrement, qui vient de sortir, qui est sur l'IA générative en éducation, qui a été créé par Google. C'est un cours gratuit. On mentionne une durée de 2 heures et à la fin, on reçoit vraiment là, une attestation de nos 2 heures de développement professionnel. Je dois vous avouer que j'ai pris plus que 2 heures parce que le cours est très... il y a un côté théorique où on fait une révision de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais il y a un côté très, très pratico-pratique où on nous invite à aller soit dans Gemini, mais on nous invite même dans le cours à utiliser d'autres intelligences artificielles. Là. Ce qu'on nous montre fonctionne dans tous les outils. On nous apprend vraiment à rédiger des bons prompts, des invites, des requêtes. Je ne sais plus comment l'appeler, tout le monde dit différents termes. Donc, on nous invite à bien les rédiger pour obtenir des choses qui sont très concrètes dans le milieu de l'éducation. Donc, de l'aide à des plans de cours, à la rédaction de courriels. Donc, des choses qui peuvent vraiment venir nous sauver du temps. Moi, je crois à ces usages-là. Je crois qu'il y a bien des choses présentement. On est dans une ère de découverte et on passe bien du temps à faire des choses qui sont peut-être peu utiles, mais on est en mode exploration. Quand on explore, ben des fois, c'est pas toujours utile. C'est notre jugement critique par la suite qui va voir ce qui nous aide vraiment, mais vous allez peut-être découvrir avec ce cours des usages vraiment concrets, dire moi, ça, c'est quelque chose que je perds beaucoup trop de temps et ça pourrait m'aider, alors que d'autres, peut-être que vos plans de cours, ça va, ils sont déjà rédigés, mais que ça serait gagnant, par exemple, de les modifier, de les bonifier, de les différencier. Donc, le cours est très, très pratico-pratique. Moi, je me suis amusée à pousser le tout en essayant les exercices dans différents outils pour voir qu'est-ce que Gemini, Copilot et autres me donnaient comme résultat. Donc, j'y ai passé plus que 2 heures, mais c'est un cours très, très intéressant. Il est disponible seulement en anglais pour le moment. On me dit que ça va être disponible dans d'autres langues sous peu qui travaillent là-dessus. Donc, à faire en anglais si on veut, on peut toujours mettre son navigateur en français. La traduction est correcte avec quelques erreurs, mais c'est possible de le faire. Sinon, ben, si l'anglais n'est pas un obstacle, ben, c'est sûr qu'il est disponible en anglais. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la Geek de service. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, d'aller interagir, de répondre, de m'envoyer vos questions, de m'écrire en privé, dans des commentaires en public. Quand on fait un balado, on a souvent l'impression de se parler tout seul. On voit les écoutes, on voit où vous avez arrêté d'écouter, par exemple. On a ces données-là, mais on n'a pas vos impressions, on n'a pas vos questions, on n'a pas vos réactions. Donc, chaque interaction que vous avez avec moi sur les réseaux ou en privé compte énormément. Je serai à plusieurs événements là, dans les prochaines semaines. Si vous y êtes, venez me voir, parlez-moi de sujets que vous avez envie que j'adresse. C'est motivant et ça nous permet de rester connectés ensemble et ça me permet de rester connectés sur le milieu aussi. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode.